Bonjour à tous, merci infiniment d'être là. C'est une vraie opportunité pour moi de vous présenter aujourd'hui mon projet de diplôme et bienvenue à Strat tout simplement. Donc moi je m'appelle Lubin Chaufflet. Je vais commencer par m'introduire très rapidement. Je vous montrerai après comment j'ai réfléchi par rapport à mon mémoire, ce que j'en ai tiré évidemment, comment j'ai construit ma question de designer par rapport à ça et finalement comment est-ce que j'ai commencé mes recherches pour mon projet. Donc comment j'ai abouti à toutes les itérations qui m'ont servi à avoir le projet final. Et finalement, je vous montrerai un petit prototype et je vous parlerai un petit peu de la suite de mon diplôme. Donc moi, comme je vous disais, je m'appelle Lubin Chaufflet. J'ai intégré Strat en 2016 suite à un baccalauréat scientifique. J'ai choisi ensuite en troisième année la majeure interaction, option, objet connecté. Je vais revenir dessus un tout petit peu après. En 2019, donc en troisième et quatrième année, j'ai eu la chance de faire 2 stages qui m'ont apporté énormément d'expérience, dont un premier chez un designer artiste qui s'appelle Stéphane Placier, avec qui on a monté une exposition entière autour du symbole de la sirène, et un deuxième stage de 6 mois au Canada, à Montréal, dans une entreprise qui s'appelle La Camaraderie, et avec eux, on a dessiné les vitrines d'Hermès, et on a aussi proposé un projet pour la Fête des Lumières de Lyon. C'était assez rigolo de travailler au Canada et de faire un projet en France. Aujourd'hui, j'ai du coup la chance de me présenter devant vous pour mon diplôme. Et pour demain, je vous en parlerai à la toute fin de cette présentation. Donc à propos de la majeure design d'interaction, donc moi j'avais un besoin évident d'expression artistique, mais aussi de réflexion par rapport à des enjeux sociétaux et aussi par rapport à des enjeux complètement humains, voire psychologiques. J'aime vraiment réfléchir sur ces sujets. Et l'interaction permet en fait une zone d'action assez large, puisqu'on s'exprime au travers un concept et non forcément à travers un produit spécifiquement, un espace. C'est un petit peu un mélange de beaucoup de majeurs finalement. Donc pour mon mémoire, je vais vous introduire un petit peu l'histoire de mon mémoire. Je vais enchaîner sur ma question initiale, ce que je tire de ce mémoire, donc plusieurs paradoxes par exemple. Et enfin, je vais vous exprimer ma question de designer qui m'a servi de support pour mon projet de diplôme. Donc pour la petite histoire, moi j'ai dû combattre pendant un petit moment l'hyperactivité et j'étais sûr que j'allais faire un sujet de mémoire qui porterait de près ou de loin sur l'hyperactivité. Et j'ai une petite méthodologie personnelle qui m'a envoyé vers la géométrie et l'hyperactivité. C'était un petit peu ma méthode à moi pour organiser mes idées et je pense qu'avec aussi un petit peu le fait de grandir, j'ai su sortir de cette hyperactivité. Donc je me suis un petit peu éloigné du sujet de l'hyperactivité pour proposer un mémoire un petit peu plus large. Donc je me suis intéressé tout simplement aux notions de concentration et de distraction, en me demandant si la distraction était-elle vraiment l'ennemi de la concentration. Alors qu'est-ce que j'en tire de ce mémoire? Déjà, on tire beaucoup de choses d'un mémoire, donc c'est assez compliqué de synthétiser. Mais je dirais qu'en fait, il y a une grande partie de la concentration qui est vraiment issue d'une demande qui est purement sociétale. Même à l'école, on nous dit toujours « concentre-toi, sois concentré ». Et c'est d'ailleurs un vrai facteur finalement d'efficacité, de réussite. Et en fait, de ce véritable éloge de la concentration découle une diabolisation évidente de la ou des distractions. Je distingue les deux évidemment puisque on est distrait ou on se distrait par le divertissement. Donc il y a les deux formes. On est dans une ère où le numérique est complètement prédominant, il est vraiment partout, même sur nos poignets, il est partout. Et en fait, on verra que ce numérique est une certaine menace à notre concentration, de par le fait qu'elle propose un nombre de divertissements énorme, et en fait qui met vraiment à mal notre concentration et nos facultés de concentration. Et enfin, j'ai étudié dans mon mémoire que la distraction a des vertus qui sont vraiment exceptionnelles, qui sortent vraiment du régime du conscient et qui permettent en fait beaucoup de notions comme la créativité. Donc je relève un premier paradoxe dans ce mémoire qui est entre la demande évidente de la concentration par la société et la diabolisation de la distraction. Et de l'autre côté, on nous propose une infinité de divertissements et c'est une vraie menace pour la concentration. Donc on a aussi de l'autre côté une demande de productivité par rapport à la concentration de la société et de l'autre côté, l'utilisation numérique du multitâche qui est complètement à l'encontre d'une concentration efficace. Donc moi j'avais 3 petites volontés, je savais vraiment ce que je voulais, vers quoi je voulais m'orienter.
Donc je voulais pouvoir donner une image, redonner une image productive à la distraction, donc là peut-être la dédiaboliser. Je voulais faire en sorte qu'on puisse prendre soin de son mécanisme de concentration. C'est comme un muscle, ça se travaille, mais il faut aussi en prendre soin. Et enfin, j'aborderai aussi le problème de la surabondance d'informations, notamment dans le numérique et dans les entreprises. J'en suis arrivé à cette question de designer-là. Donc, comment, en tant que designer, puis-je utiliser la distraction comme complément à la concentration pour gérer la surabondance d'informations? Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment j'ai fait pour arriver à mes itérations qui ont mené à mon projet final. J'ai fait pas mal de recherches. Je me suis lancé à des moments sans trop calculer. J'ai testé, je suis revenu sur mes recherches et j'ai réussi à en tirer un projet. Donc je savais ce que je voulais de base, je savais que je voulais un système pour gérer sa concentration et sa distraction. Je voulais aussi mélanger, très important, le numérique et le physique, parce que par défaut tout est numérique, et pour sortir de la surabondance d'informations, je pense qu'il faut aussi revenir un petit peu au tangible. Alors je me suis fixé sur une forme qu'on connaît très bien, qui est d'ailleurs le symbole de notre pays, l'hexagone. Donc pourquoi l'hexagone? Parce que ça nous procure une géométrie qui est assez rassurante finalement, c'est une forme fermée. La géométrie est binaire de toute façon, donc ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est aussi dans une utilisation graphique, c'est graphiquement utilisable, c'est plutôt comme ça que je voulais le dire. Et enfin, il y a une loi très importante qui est la loi de Miller qui nous dit que le cerveau peut en simultané avoir entre 7 plus ou moins 2 tâches en simultané. Donc ça tombait super bien puisque le 7 plus ou moins 2, le 6 tombe dedans et le 6 c'est le nombre de faces d'un hexagone. Je voulais aussi absolument utiliser la découpe d'objectifs qui est la base de la concentration selon Jean-Philippe Lachaud. Jean-Philippe Lachaud c'est un chercheur psychologue qui a énormément apporté au mécanisme de la concentration et à sa compréhension. Donc j'ai commencé à itérer, donc j'ai pris une imprimante 3D, je suis fan d'impression 3D, je me suis fait un petit palais et je me suis dit, bon, une face on est concentré, une face on est distrait et sur la tranche on est diverti. J'ai commencé à itérer avec ça. Donc je me suis rendu compte assez rapidement que je pouvais en fait utiliser cette fameuse découpe d'objectifs en utilisant 6, donc un peu comme on voit ici, un système avec un hexagone au milieu et 6 autour, sachant que tous les hexagones autour représenteraient un objectif, une tâche qu'on traite à la fois. Donc à partir de ce moment-là, j'avais une espèce de code couleur et un début de projet entre concentré, distrait, en divertissement et l'empilement des tâches qui ont été terminées finalement. Donc j'ai décidé en fait de soumettre ça à des tests utilisateurs pour voir un petit peu comment les gens réagissaient. Donc ça c'est un accéléré sur un quart d'heure d'utilisation. Je vais vous exprimer ce que je tire de ces tests. Donc Alban, qu'est-ce qu'elle m'a apporté dans ces tests? Elle m'a dit pas mal de choses qui ont vraiment permis de me rendre compte de mon projet. Elle m'a dit qu'elle avait pensé, j'avais donné une directive avant la vidéo, c'était tu retournes le palais quand tu sens que tu te distrais, tu le mets sur la tranche quand tu veux prendre une pause et tu le remets sur le verso quand tu te reconcentres. C'était la directive que j'ai donnée. Alban, elle m'a dit qu'elle avait pensé à retourner le palais de temps en temps, mais pas à tous les coups. Elle m'a dit aussi que se dire « tiens, je vais passer en distraction » et retourner le palais lui avait procuré une charge mentale. Donc pas bon du tout. Et par contre, elle m'a dit que le simple fait d'avoir le palais la motivait à se reconcentrer finalement et même quelque part à accepter la distraction. Et elle trouvait la manipulation du petit hexagone très agréable et plutôt intuitive. J'ai fait un deuxième test sur une autre étudiante qui m'a dit des choses qui ressemblent un petit peu à celles d'Alban. Donc là, même directive, tu retournes le palais quand tu te distrais et tu le mets sur la tranche quand tu te divertis. Donc Anna, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'intéressant? Alors, Anna trouvait que c'était satisfaisant aussi de le toucher et d'avoir un truc en plus de son téléphone. Et en plus, si c'est la seule chose sur la table avec son plan de travail et son ordinateur. Elle m'a dit que ça lui donnait le déclic en fait de travailler tout simplement, parce qu'elle sait qu'elle était dans une phase de concentration. Elle m'a dit que ça l'avait
permis d'accepter d'avoir été distrait et de réaliser en fait à quel point on peut se distraire. Mais par contre, elle n'a pas pensé à tous les coups à retourner le palais en mode distraction. Donc j'en tirais des bonnes conclusions, mais aussi des très mauvaises conclusions qui ont mené à une autre directive du projet. Donc l'objet était satisfaisant, purement satisfaisant, puisque concret, donnait la conscience de la motivation et de la concentration, et enfin permettait d'accepter la distraction telle qu'on l'entend. Par contre, le réflexe de retournement du palais procurait une charge mentale, et ça, c'était pas bon du tout, parce que ça mettait vraiment en péril tout le début de projet que j'avais, et ça répondait finalement pas du tout à ce que je voulais, puisque eh bien, la distraction, par définition, on ne peut pas avoir la conscience de retourner le palais si on passe en distraction, vu qu'on ne sait pas qu'on passe en distraction. À partir de ce moment-là, j'ai abandonné l'idée de faire un outil pour se concentrer. Donc je suis passé dans une autre phase et j'ai repensé à ma question de designer et particulièrement à cette idée de surabondance d'informations. Et je me suis dit, mais en fait, là, pour éviter la surabondance d'informations, la seule solution, c'est de se distraire finalement. Et donc, je me suis tout de suite reposé sur une nouvelle fonction de mon outil qui serait de finalement se distraire au lieu de se concentrer. Donc, je savais que je voulais un outil qui incitait à la distraction. Donc, à la place d'avoir deux faces, on n'en aurait finalement que deux, et toujours avec un principe en fait de jauge, sauf que j'ai développé ça un tout petit peu plus, et je me suis dit que le palais, sur une face, calculait le temps passé en concentration, donc remplirait une certaine jauge, et sur l'autre face, en fait, viderait cette même jauge. Et c'est à partir de ce moment-là que j'avais pu retourner mon projet de sorte à ce que ça réponde beaucoup mieux à ma question de designer et qu'il n'y ait pas ce problème de la distraction. Donc en fait, finalement, on a une jauge qui augmenterait et qui passerait en cool-down, j'ai appelé ça cool-down, au moment où on est obligé de se distraire. Donc j'ai réutilisé le même principe. Je me suis dit qu'on aurait 6 objectifs, une jauge, et j'en suis arrivé à mon projet final, du coup, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous le contextualiser un tout petit peu. Je vais vous donner la cible sur laquelle j'ai travaillé pour ce projet. Ensuite, l'intention que j'ai eue, les différentes fonctions de mes petits hexagones, et enfin, on abordera un petit scénario d'usage et une autre fonction qui est celle de l'utiliser à plusieurs. Et je vous exprimerai évidemment les bénéfices du projet. Donc j'ai décidé de l'appeler Exo, donc d'un côté pour la référence à l'hexagone, et de l'autre côté, j'aimais bien le petit côté exo de maths, exercice de maths, sauf que là, en fait, eh ben, on fait l'exercice de la distraction. Donc j'aimais bien ce nom. Alors, je me suis placé dans un contexte assez spécifique, puisqu'on est évidemment dans un moment où la productivité est extrêmement demandée dans les entreprises. Mais on est aussi dans un contexte de besoin et de devoir de déconnexion, et notamment du numérique, et surtout d'une hausse des situations de stress et de burn-out chez les travailleurs. Alors ça tombait plutôt bien, j'ai développé ce projet en période de confinement, et je trouvais que c'était un cas d'usage qui fonctionnait plutôt bien avec mon contexte, puisque on a par exemple les parents, imaginons une famille avec 2 parents et 2 enfants, tout le temps ensemble, les parents qui doivent travailler en télétravail, eh ben c'est exactement cette situation de stress, de surcharge mentale, de ne pas trouver le temps aussi de reprendre un peu du contact avec sa famille. Donc j'ai développé 3 personas avec 3 besoins complètement différents. Donc mon premier persona, c'est le performeur. Donc celui-ci, il va chercher à tout prix à vouloir être le plus performant possible, travailler le plus possible et ne jamais lâcher. On a un deuxième persona qui est le workaholic. Donc lui, il est vraiment accro au travail. Il ne cherche pas forcément la performance, mais par contre lui, il a vraiment du mal à décrocher. C'est impossible pour lui, il est dans son truc et il ne peut pas décrocher. Et enfin, mon troisième persona, donc les jeunes parents qui en fait n'ont plus de temps à prendre pour eux, peut-être pour leur conjoint ou leur conjointe, et peut-être même pour les enfants. Et ces sujets, ils partagent tous des problèmes de gestion de leur temps finalement. Alors, j'ai choisi la réalité augmentée pour donner les informations que mes palais donneront, puisque ça permet quand même d'avoir le tangible, l'objet en concret, et ça permet aussi d'accéder au monde fantastique quand même du numérique et du côté connecté du numérique, sans en faire trop évidemment.
Donc Exo, ça se constitue donc de ce petit système de 7 palets hexagonaux et du coup d'une application. Donc on voit les informations une fois qu'on est dans la VR, dans l'augmented reality, pardon, l'AR. Et je pars aussi d'un constat qui est celui de la démocratisation des lunettes en réalité augmentée. Je pense que c'est une technologie qui évolue vachement et qui, peut-être que demain, on aura des lunettes tout simplement très basiques avec des montures basiques qui permettent d'avoir des informations en réalité augmentée. Donc je vais vous exprimer un petit peu les fonctions, les différentes fonctions des exos. Donc il y a évidemment la première fonction était celle du découpage d'objectifs, de définir à chacun des exos un objectif et du coup de pouvoir n'en traiter qu'un seul à la fois, ce qui diminue la charge mentale des autres objectifs. On a donc la deuxième fonction de la jauge, et en fait de pouvoir timer le temps de concentration, la jauge qui augmente en fonction de la concentration, et évidemment pour la faire refroidir, le passage en mode distraction. On a aussi une fonction de statistique, donc de pouvoir consulter les objectifs dans lesquels on a eu des excès, dans lesquels par exemple on n'a pas retourné le palais alors que la jauge était à son maximum, et donc on a un système de calcul de l'excès de concentration, voire de l'excès de distraction, ainsi que du cycle qu'on s'est défini en amont. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Et enfin, quatrième fonction, je vais revenir là-dessus très rapidement, mais ce serait la corrélation des jauges et des exos. Donc le système, il se constitue comme ça, donc en réalité augmentée. Donc quand on a un objectif terminé, on voit ces informations de temps passé en concentration, de temps passé en distraction et la jauge utilisée. L'objectif en cours sera donc celui qui est détaché et celui dont la jauge grandit. Donc comment est-ce que ça fonctionne pour utiliser mes exos? Donc évidemment, il y a la première phase où on installe les exos, on lance l'application, on les met un petit peu où on veut. Et c'est pas grave si on n'en a qu'un d'ailleurs, on peut le transporter très facilement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de configurer l'objectif dans lequel on veut se plonger. Donc tout simplement de choisir une jauge. Donc moi, je propose 3 jauges dans l'application de base qui sont des méthodes assez connues et recommandées. Donc on a par exemple l'objectif à court terme. C'est une méthode qui consiste à se concentrer 52 minutes et à se distraire pendant 17 minutes. Et ça, c'est pour du travail sur le court terme avec un but très défini. Ensuite, on a la méthode Pomodoro, développée par Francesco Cirillo dans la fin des années 80. Et ça, c'est une méthode qui consiste à se concentrer pendant 25 minutes et à se distraire pendant 5 minutes. Donc là, pareil, c'est des toutes petites sessions de travail et sur du très court terme. Et ensuite, la session longue, donc ça, c'est une méthode développée par Anders Ericsson. Et ça va être en fait 90 minutes de concentration pour 20 minutes de distraction. Et cette méthode, elle repose sur les rythmes corporels en fait. Donc par exemple, le sommeil suit des cycles de 90 minutes. Donc on dégaine notre premier objectif une fois qu'on l'a configuré. Et la jauge peut donc commencer à augmenter. Donc, par exemple, là, on s'est fixé un Pomodoro. Donc la jauge sera complètement pleine au bout de 25 minutes. Au bout de 25 minutes, quand on a bien travaillé, on voit que la jauge, donc sur le petit palais, mais aussi sur l'application, est complètement rouge. Il faut qu'on la vide, en fait, tout simplement. Donc on retourne le palais, on passe dans un mode de distraction. Et à ce moment-là, il faut déconnecter de tout. Je vais en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc pendant qu'on se distrait, d'ailleurs j'ai fait un choix qui n'est pas très pertinent de faire distraire mon personnage sur un écran alors qu'il déconnecte d'un écran. Je m'en suis rendu compte un petit peu tardivement, c'est dommage. Il y a la phase évidemment de reconcentration une fois que la jauge de distraction est complètement vidée. Puisque évidemment mon outil incite à la distraction mais motive aussi à la reconcentration et à la concentration. Donc on retourne le palais sur la première face et donc la jauge reprend. Et une fois qu'on a finalisé notre objectif, il suffit tout simplement de le reclipser avec les autres et on peut accéder aux statistiques. Donc on aurait 3 modes de statistiques, donc un mode hexagonal, assez visuel, un mode statistique pour ceux qui veulent vraiment des chiffres, et un mode semaine pour avoir un aperçu sur toute une semaine. Et donc visuellement, on sait sur quels objectifs, à quel moment, on a été le plus infidèle à nos jauges définies en amont. Donc je vais vous montrer un tout petit peu l'application, comment elle fonctionne.
Donc par exemple, on arrive sur l'application, on l'a lancée, on décide donc eh bien, de choisir, tiens c'est étrange, de choisir par exemple Tom, donc là c'est dans le cadre d'une famille, donc il y a plusieurs utilisateurs qui sont déjà logués. Nous on va prendre Tom, donc Tom il a déjà terminé 2 objectifs qui sont déjà comme ça. Donc par exemple le premier objectif, il peut accéder à son temps de concentration totale, son temps de distraction totale, ainsi que le cycle qu'il a utilisé et le nombre de pomos de cycle du coup qu'il a utilisé. Et l'objectif évidemment qu'il a fait. Donc si on revient là, pareil pour le deuxième objectif, il est terminé, il a d'autres statistiques. Et s'il veut commencer un autre objectif, eh bien, on lui propose les 3 jauges de base, mais on lui propose aussi de faire sa jauge personnalisée. Donc s'il veut quelque chose comme 40 minutes de concentration et 10 minutes de distraction, c'est complètement possible. Donc chaque jauge est complètement expliquée sur l'application. Et on peut du coup accéder aussi aux statistiques sur les 3 modes de ces dernières jauges et de ces derniers excès de concentration. Donc je ne vous ai peut-être pas assez parlé d'une fonction qui je trouve est assez intéressante, et celle de la corrélation entre nos exos. Donc à part le fait de pouvoir évidemment refiler une tâche qu'on ne veut pas trop faire à quelqu'un, il y a aussi le fait de pouvoir tout simplement prendre des moments de concentration et de distraction de façon complètement synchronisée. Donc peut-être que ça peut permettre à des familles de prendre des moments de distraction ensemble, de gagner du temps ensemble, ou même à un ensemble de collègues de synchroniser leur temps de pause et de distraction. Donc on a imaginé donc ce mode duo avec les jauges qui se remplissent exactement en même temps, mais on peut aussi imaginer un mode trio, voire plus si besoin. Donc quels sont les bénéfices de l'utilisation des exos? Donc moi j'ai identifié donc, des besoins au début qui étaient donc par exemple un besoin de performance. Donc effectivement le fait de se distraire permet en fait tout simplement une meilleure reconcentration. Donc c'est très important. On a aussi un besoin, par exemple le workaholic, il est complètement fou, peut-être qu'il stresse, il a des problèmes de santé, il a des problèmes cardiaques peut-être, et en fait le fait de se distraire, eh bien, participe complètement à reprendre rythme un petit peu, à se redistraire et à réavoir un rythme plus sain tout simplement. Et enfin, on a un dernier bénéfice qui est dans la gestion du temps. Moi, je permets d'accepter de reprendre du temps avec sa famille, avec ses collègues ou même pour soi-même. Alors comment est-ce que je peux améliorer un petit peu tout ça? Parce que je constate quand même que j'ai pas mal de choses qui seraient améliorées. J'aimerais dans un long terme améliorer l'interface pour qu'elle soit encore plus simple et peut-être visuellement plus parlante sans qu'il y ait peut-être un peu moins de texte. J'aimerais aussi pouvoir proposer un petit peu plus de personnalisation, éventuellement peut-être pouvoir changer la forme du contour ou la forme des jauges et pouvoir le faire vraiment à sa guise. Et enfin, j'aimerais jouer sur la texture peut-être du palais. C'est une idée qu'on m'a donnée complètement au hasard. Voilà. Et peut-être éventuellement avoir un palais qui chauffe, peut-être pour représenter et métaphoriser la concentration qui bout. Je pense qu'il y a des ouvertures de ce côté-là et j'aimerais bien les explorer. Je vais vous montrer un tout petit peu un prototype que j'ai fait donc pour la jauge. Donc comment j'ai fait? J'ai utilisé une centrale inertielle qui me donne en fait des données d'espace, des coordonnées. Et moi, j'ai utilisé le magnétomètre de cette centrale inertielle, en plus de Unreal Engine pour avoir le HUD sur lequel j'aurai mes informations et pour faire le codage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, en espérant que ça fonctionne normalement. Donc là, on voit que la jauge se remplit puisque mon petit palais, donc il est là, je pense que je vais plutôt vous le montrer. Il est sur cette face-là, mais si on le retourne, et bien voilà, la jauge commence à diminuer. Donc là, il faut imaginer que c'est vraiment, par exemple, j'ai dégainé un objectif et je me suis mis en mode concentration, donc la jauge augmente. C'est trop rapide d'ailleurs, normalement c'est pas aussi vite. Et dès que je veux passer, donc je sais que ma jauge elle est trop grosse, elle est trop remplie, elle est trop rouge, il faut que je me distrais. Et donc je le repasse de l'autre côté. Donc les temps de distraction sont en général plus courts que les temps de concentration évidemment.
Alors pour la suite de mon diplôme, eh bien tout simplement, on a lancé en février dernier avec 2 amis ingénieurs, donc je suis le troisième, une petite start-up, une entreprise qui s'appelle Scriver 3D. Donc Scriver 3D, qu'est-ce qu'on fait chez Scriver 3D? Eh bien on imprime tout simplement des pince-nez anti-buée. Aujourd'hui on en imprime 4000 par jour, on a 60 imprimantes maintenant. Et on a la chance de pouvoir recruter des gens, par exemple des stagiaires. On avait 3 stagiaires il y a un mois. Et on a aussi des équipes de marketing un petit peu partout dans la France. On a aussi la chance d'être passé dans des journaux et dans des émissions radio. Donc ça me motive vachement et je sais que je vais m'investir un peu plus là-dedans. C'est une belle expérience qu'on a fait avec nos amis. Je voudrais vous remercier vraiment solennellement d'être tous là aujourd'hui et d'assister à cette présentation. Et voilà, je veux bien d'ailleurs vous donner, si vous en voulez un petit Caligo, si ça vous intéresse. C'est du sous-comment. Alors justement, j'ai très peur que ce soit perçu comme ça, mais c'est purement... c'est pour... Voilà. C'est parfait. Oui, voilà. Je vous en prie. Il y a pas mal de petites couleurs. Il y en a même un à base de café. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc merci beaucoup, je serais ravi de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Déjà, merci pour la présentation. Je vous en prie. Je ne sais pas si je peux commencer par les questions que j'ai marquées des sujets. Je trouve que c'est effectivement, vous avez un suivi, vous nous emmenez parce que c'est un suivi qui est un suivi logique. Vous avez parlé de simplification, c'était aussi un objectif de pouvoir aller vers quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus simple. Comment vous l'envisagez? Comment vous envisagez cette simplification? Qu'est-ce que vous souhaitez retenir comme étant l'élément principal, majeur, s'il y avait juste 2 ou 3 fonctions à conserver parmi tout ce que vous avez proposé, ce serait quoi? Alors, je pense que ce serait pas forcément une simplification dans les fonctions, mais plus vraiment dans l'aspect esthétique et visuel. C'est là que j'aimerais vraiment pouvoir ne pas avoir de texte et tout faire passer par le côté graphique, par des jauges, peut-être des formes, de la géométrie peut-être. C'est plus dans ce sens-là que je voyais vraiment la simplification du projet. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que je le vois. Ouais, moi déjà j'ai bien aimé le mémoire. D'accord, merci. Ouais, franchement, et, ça a fait écho à beaucoup de choses que je lisais en parallèle et voilà, et la notion de concentration, déconcentration et même après conscient, inconscient. Je trouve que c'est intéressant un peu tous ces liens-là. Moi, la seule chose que je me disais, c'est est-ce qu'on aurait... Enfin voilà, c'est une idée en écoutant le projet et je sais pas si tu peux répondre dessus, mais je me dis est-ce qu'on aurait presque pas pu retirer le téléphone et l'application qui est juste un objet physique avec cette réalité? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça aurait pu être un pari aussi un peu sur ce sujet-là? Merci beaucoup pour cette question, ça rejoint d'ailleurs ce que vous m'avez demandé. Ce serait peut-être finalement ça, l'étape ultime de la simplification. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas accès au côté statistique qui est vraiment l'apprentissage finalement, de pouvoir se dire tiens, j'ai vraiment trop abusé de ma concentration. Mais effectivement, si on avait juste un palais, mais on ne saurait pas dans quelle phase on est, sauf si c'est coloré éventuellement. Mais peut-être, oui, effectivement. C'était aussi un peu avec le lien de avoir moins de trucs digitaux qui puissent venir nous déconcentrer ou des choses comme ça. C'est vrai. Enfin, c'était un peu en lien avec... Exactement. Mais peut-être, ce serait une V2 éventuellement. Je me permets de rentrer dans la discussion. On voit quand même que dans son persona, le performeur, j'ai l'intuition face à son persona que le performeur a un besoin de quantified self, de la métrique. Oui, c'est ça. Donc, bon, que les métriques soient sur l'hexagone ou en RA ou autrement, enfin la forme de ces métriques, j'en sais rien, c'est une donc je rejoins ta remarque, mais il faut qu'elles soient là, je pense, qu'elles répondent à un besoin qui a été identifié. C'est vrai, j'en ai peut-être pas assez parlé d'ailleurs de cette notion de vouloir se mesurer à tout prix, mais c'est vrai. Merci. C'est un besoin assez contemporain.
C'est vrai que moi je parlais plus pour moi, t'as raison. Non, mais c'est vrai que du coup, mais le parent de famille qui veut juste déconcentrer, avoir un truc très très simple de gestion, c'est aussi Ah ben, on pourrait se dire que la tâche, c'est de faire des pâtes à son fils. Ouais. Mais juste, il ne faut pas abuser de cette concentration. Merci pour votre question. Finalement, ça voudrait dire que ton panel d'utilisateurs est tellement varié qu'il y a plusieurs modes, quoi. Il y a un mode expert, il y a un mode rapide, un truc, enfin, ça laisse penser ça. C'est clair. Ouais, je pensais même à l'Hexagone Mini. Enfin, je suis dans les transports, je suis au travail, j'ai pas toujours la place d'avoir une grande Ah oui, table. ouais. Plusieurs produits, Ouais. Peut-être. Ou juste un seul que tu mets dans ta poche. C'est le marketing. C'est le marketing, c'est ça. Moi, je trouve intéressant l'idée aussi de pouvoir borner, surtout quand vous avez parlé de burn-out, du télétravail, où on perd un peu ces notions de temps de famille, temps de travail, et outre, c'est vrai, les séquences de travail, on a tendance à les étirer, travailler très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc, est-ce que c'est aussi une contrainte qui peut être intégrée aussi dans votre outil, de se dire aussi c'est sur des temps peut-être plus longs ou de borner le temps de travail C'est complètement... c'est aussi vachement l'objectif de ça. Et effectivement, là, si j'ai... En fait, peut-être que les 6 objectifs seulement peut-être restreignent un petit peu, mais on peut très bien les redéfinir une fois qu'on les a terminés et utiliser une plage un petit peu plus longue d'utilisation sans aucun souci. Mais oui, effectivement, c'est aussi l'objectif. Merci. Je trouve que c'est dans l'air du temps, on parle beaucoup de droit à la déconnexion. Oui. C'est ça, ça rejoint ce que vous dites avec des journées, avec des amplitudes de travail qui sont très, très longues, un peu modifiées, parce que le fait d'être en télétravail, effectivement, ça change la façon de travailler, ça change les créneaux, ça change les interactions qu'il peut y avoir entre les moments qui sont les moments de pause, les moments de vie de famille, les moments où on est concentré sur ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a aussi, parce que j'aimerais bien voir aussi, c'est une démarche, comment ça peut s'appliquer aussi à ce qui se passe en ce moment, qui est, on voit, c'est cette problématique que l'on rencontre de déconnexion dans les entreprises. Et on voit qu'on arrive, là, au bout de à peu près 1 an, en étant en télétravail, on arrive un peu à saturation parce qu'on n'a pas d'outils qui permettent justement de pouvoir jauger. Les outils que l'on a, c'est de pouvoir réguler, c'est avec une espèce, je dirais, de réglementation qu'on peut le faire en poussant les gens à se déconnecter, mais ça peut être un outil qui peut être aussi utilisé en entreprise pour participer à cette déconnexion. Est-ce que c'est aussi une voie que vous avez explorée ? Oui. Alors, merci beaucoup. Effectivement, moi, je vous ai montré un cas d'usage à la maison, mais quand je vous... en fait, c'est vrai que j'ai imaginé le mode duo, mais le mode trio fonctionnerait très bien et cet outil est aussi adaptable à son lieu de travail, à soi, sur une échelle sur un open space ou sur une échelle un petit peu plus large. Ouais. Voilà. Et j'avais aussi une question, réalité augmentée. Donc c'est une façon de pouvoir regarder ce qui se passe sur les palettes avec des lunettes. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait une autre solution, parce qu'il y a la contrainte d'avoir des lunettes pour pouvoir voir ce qui apparaît sur les palettes. Est-ce qu'il y a une solution plus low cost. Low cost et en même temps ça peut être une contrainte de c'est vrai. Des lunettes, parce que déjà il faut les avoir. C'est complètement vrai. Ça a un coût, donc ça rajoute un coût à cette démarche, à cette application. Effectivement. C'est quelque chose de la simplicité. En fait, si je peux rebondir sur cette question, parce que j'avais à peu près la même, ce que je trouve hyper intéressant, et je trouve que c'est complètement ancré dans la problématique et dans le moment industriel dans lequel on est. En fait, votre produit il est à cheval entre l'IoT autonome et la réalité augmentée. Et ma question, c'est dans le sens de ce qu'ils ont dit, c'est vers quoi on va en fait. Est-ce qu'on va vers un truc complètement en réalité augmentée avec les contraintes que ça amène, ou est-ce qu'au contraire on irait vers quelque chose, un IoT complètement autonome, où on n'a plus besoin de lunettes, on n'a plus besoin peut-être de téléphone. Eh bien,
De base, moi, j'avais imaginé que ce soit projeté. C'était encore peut-être plus compliqué. Mais peut-être que la solution serait plutôt d'aller vers la simplification de la lecture. Et, parce qu'effectivement, la réalité augmentée, c'est une technologie qui est chère, qui n'est pas encore très démocratisée, même si je pense que ça va évoluer assez vite. On aurait aussi la solution éventuellement avec le smartphone de pouvoir accéder à cette réalité augmentée, mais j'ai pas trop envie d'aller vers ça puisque le smartphone est une source interminable de divertissement et de distraction. Donc effectivement, une simplification serait plutôt le futur de Exo que vers la technologie en RA, tout ça. Voilà. Donc, juste pour comprendre, c'est plutôt, tu tournes plutôt vers l'IoT, vers le tangible, Voilà. que vers le dématérialisé, AR. C'est plutôt ça. Là, exactement, ouais. Mais il n'y a pas de solution encore pour faire naître des informations d'un outil tangible. Donc je suis obligé de faire recours à du numérique. Ouais, il y a l'écran. Ouais, mais un écran hexagonal, enfin, je sais pas, ce serait peut-être un peu coûteux d'ailleurs aussi d'avoir plein d'écrans comme ça. Certainement. Mais on peut. Ce serait une V2 aussi. Et je voulais te poser une question sur la Bien partie justement déconcentration. Je pense qu'il y a plein de façons différentes de se divertir. Et il y en a où finalement on recharge les batteries, il y en a d'autres peut-être pas du tout, tu le disais avec le téléphone dans la main. Ouais. Du coup, comment ça serait possible d'aider l'utilisateur à faire de la bonne déconcentration au moment où il remplit sa jauge? Et ben, Qui continue à rentrer dans un tunnel YouTube pour regarder une vidéo après une autre, des choses qui finalement, vu qu'il est face à son ordi, risquent de partir sur des choses éventuellement comme ça. je pense qu'il n'y a pas forcément de meilleur moyen de se divertir qu'un autre, puisque on peut très bien être complètement végétatif en regardant une vidéo YouTube ou son feed Facebook. Mais moi, si je devais vraiment recommander quelque chose, je recommanderais plutôt de déconnecter entièrement de tout ce qui est écran et de plutôt s'orienter vers des trucs peut-être un peu plus physiques et sportifs. Il faudrait peut-être une étude presque en accord avec la médecine pour trouver cette meilleure distraction. Mais en tout cas, voilà. Merci. Je me pose une question sur l'expérience utilisateur. J'ai l'impression que cet outil que tu as fabriqué, qui est quand même hyper bien et que j'arrive à projeter dans ma propre vie. Hein. Je me dis, c'est quand même cool d'avoir ça, parce que moi je suis plutôt dans la catégorie workaholics. Ouais. Du fait que je suis une petite société et que si on ne perd pas, on tombe. Ouais. Et en fait, ce que je me dis, c'est que d'une part, ça m'aiderait probablement à prendre conscience de mon rythme, mais que probablement cette prise de conscience serait très désagréable. C'est-à-dire que je verrais que je n'ai pas trop le choix que de cravacher. et donc, je pense que dans l'absolu, ça aurait des bienfaits. Ça me permettrait probablement d'être plus productif et de faire ce passage à l'acte mental. Mais je pense qu'au début de ce passage à l'acte, ton système devrait accompagner l'utilisateur dans cette phase où tu te dis « Oh punaise, mais je ne prends jamais de pause, je ne prends jamais de vacances ». Ce qui peut être quelque chose d'assez dur, transformateur, une transformation profonde, quoi. Là, tu demandes probablement à quelqu'un, tu vois, le workaholisme, c'est une addiction. Eh oui, c'est une maladie. C'est un vrai problème, une maladie. Je ne pense pas que je suis assez mais la réalisation d'une addiction, elle se fait probablement par la souffrance. Donc c'est un bon produit, mais il y aurait peut-être encore mieux à faire sur cette phase-là, si peut-être tu as adossé à une base de données, une base de conseils, par exemple, ou des solutions qui apportent à ce moment-là. C'est plus une remarque qu'une question. Non, mais c'est hyper. Je réagis. C'est très vrai. C'est le but aussi, de mettre face à son hyperactivité dans le travail Complètement. pour pouvoir changer. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Ouais. En mode, on lui expose ses poumons qui sont encrassés par la clope, donc vas-y, fais.
le mode statistique sert vraiment à ça, de voir si ton hexagone du jour il est complètement rouge ou pas, et peut-être qu'effectivement il devient de plus en plus vert parce que tu t'es entraîné, et ça demande effectivement un petit peu d'entraînement et une prise de conscience d'un utilisateur. Il faudrait adosser ça à un support, voilà. C'est un support moral. Voilà. Peut-être. Un petit apprentissage en tout cas, c'est vrai. Voilà. Alors moi je partage aussi la passion, parce que c'est vrai que quand on voit ce type de projet, on se les approprie, et aussi on voit des applications. Est-ce que il y a une intention qui est là, et moi je le mets aussi je me l'approprie en le mettant dans mon contexte, hein. Et je reviens sur la déconnexion. La déconnexion est un point qui est vraiment important en ce moment. Et le fait de pouvoir l'utiliser, je parle simplement, ça peut être aussi des designers qui proposent des solutions. Faire en sorte que chacun puisse avoir, ou des types puissent avoir effectivement cet outil-là qui permet de montrer quand on est concentré, et quand on a des zones aussi, c'est des moments de relâche. Les moments de relâche, c'est aussi est-ce qu'on ferme son ordinateur et on prend 10 minutes, on prend un quart d'heure, mais c'est pouvoir le faire, parce que l'envie de montrer qu'on est toujours présent, qu'on est toujours disponible, à la fin, voilà, ça met dans le rouge. Donc pouvoir le faire et pouvoir aussi faire en sorte que chacun puisse tester ça en se disant, ben voilà, là j'ai eu cette période qui a été cette période de travail, j'ai besoin d'avoir dans ma journée aussi des périodes qui sont des périodes de pause, des périodes où je vais me régénérer. Et je trouve intéressant de pouvoir avoir cette bascule qui permet de montrer, j'ai pu prendre cette pause, prendre la pause du midi, pas aller déjeuner en 10 minutes, mais prendre une pause. Et puis à un moment, voilà, de déconnecter aussi, pouvoir déconnecter le soir. Je trouve que c'est intéressant, il y a une intention qui est là. Et maintenant, on voit des possibilités d'exploration sur d'autres domaines d'application, sur d'autres domaines. Merci beaucoup. Ça sonnait la fin de très encourageant. l'espace de questions. Effectivement. Hein, désolé, ça fait un peu Merci réveil, beaucoup. Merci.